As a pediatrician from Pakistan, I care deeply about the issues that you are discussing in this conference. It is incredibly sad and truly unacceptable that we still live in a world where millions of children and pregnant women die or are permanently disabled every year due to entirely preventable causes. We have lost momentum on the hard-earned progress for maternal and newborn health. There is no doubt about it. But all of you have the chance to regain this ground and more through your actions. Healthy women and healthy children are central to the well-being and strength of families, communities, and economies. That's why at the Gates Foundation, our vision of a more resilient and equitable world starts with healthy mothers delivering healthy babies. I'm encouraged to see many parts of the maternal and newborn health community joining forces, sharing insights, and amplifying your impact. Together, we have the incredible opportunity and privilege to save the lives of so many mothers and babies by delivering quality maternal and newborn health services everywhere. While I'm typically one to see the glass half full, it's important to take stock of where we are right now so we can achieve what I believe is possible in the future. As everyone here knows, we need a much stronger and clearer focus on maternal and newborn health. We are not on track to meet our SDG targets. Women and children are facing life-altering complications or dying unnecessarily every day, and progress must be accelerated. Furthermore, when we dig deep into the data, we are seeing that many effective drugs, products, and life-saving interventions are not reaching the mothers and babies who need them most. This is, in part, exacerbated by the fact that we are facing a global shortage of millions of midwives and healthcare workers. We are truly at a critical inflection point. But the optimist in me sees a brighter part ahead. The good news is we already have many of the innovative tools and practices that work, from immediate kangaroo mother care and maternal azithromycin to quality midwifery care. Now is the time to put all of these ideas into action by scaling efforts and maintaining quality as we scale. At the same time, we still need better data, new technologies, and novel approaches if we are to prevent further backsliding. We need to make products and services more available and more responsive to the varying needs of mothers and babies. We need health workers to be able to provide care in a well-functioning, well-equipped, well-stocked, and dignified environment. And of course, we need women's voices and women's leadership at the center of our collective efforts. I've seen firsthand what we can achieve when we have all of these things: the right people in place, enabled by the right processes, the right products, and the right environment. We know that when donors and countries invest in maternal and newborn health and nutrition, it doesn't just improve the lives of women and children. It unleashes a powerful engine for progress that can build more prosperous economies, reduce poverty, and advance gender equality. I love the quote by the anthropologist Margaret Mead: "Never believe that a few caring people can't change the world, for indeed, that's all who ever have." This conference of a few caring, bold, and dedicated people can and will make this happen. As you've heard, this is not just a moment. This is a movement. I am there with you in spirit and solidarity today and every day as a member of this joined-up community. We can end preventable maternal and newborn deaths in a generation, and it will take all of us working together to make it happen. Thank you for being here, and thank you so very much for the work that you do every single day. Distinguished colleagues and a mother and an Afghan midwife with 15 years of experience in this field.
Even in the most remote and hard-to-reach areas of Afghanistan, midwives are trusted providers supporting women and their families across the continuum of care. Through OFIAT, we have introduced a new approach, the group-based antenatal and postnatal model of care, which offers participating women a sense of community and sisterhood. The approach focuses on supporting women as they share in groups their concerns and challenges. During the session, mothers learn about many topics to keep them healthy during pregnancy and postpartum. The midwife also helps them conduct self-assessment, screens them for prenatal depression, and gives an individual checkups to help connect them to the right care at the right time. Women come to the session with the permission and support of their husbands, and some first-time mothers come with their mothers-in-law who are also interested in learning about these topics. Engaging families has helped to improve attendance at ANC and PNC visits. Participants mentioned that they had no period information about safe pregnancy or childbirth, and they did not dare to ask their mother or mother-in-law or others, but through participating in these sessions, they felt more confident and knowledgeable about their pregnancy. Seeing how this approach is empowering mothers who are regularly following their scheduled ANC and PNC visits feels great. At the time when Afghan women are increasingly isolated, midwives are empowering mothers and their families with the right information, quality health services, and safe spaces to discuss challenges and share experiences with each other. This is the core of the quality of care and makes both patient and midwives more resilient. We cannot stop our work. We cannot take a break. The efforts to strengthen midwives must continue to ensure that all pregnant women, mothers, and their babies in Afghanistan receive the high-quality care that they deserve. Thank you all for your commitment to quality of care. I wish you a productive session. Good afternoon, everybody. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes éveillés après le déjeuner? Donc, bon retour en session plénière. Je m'appelle Deborah Chairs et je serai la modératrice des travaux de cet après-midi. Donc, nous avons déjà abordé les différents défis auxquels la communauté de la santé maternelle et néonatale est confrontée. Cet après-midi, nous allons aborder un défi important qui est donc veiller à des soins de qualité. Et il s'agit donc de s'assurer, de voir comment s'assurer que la mère et l'enfant bénéficient des soins de qualité pour donc minimiser, réduire la mortalité. Alors, que faut-il pour réaliser cette qualité à échelle? Voilà donc le plan des travaux d'aujourd'hui. Dans un premier temps, nous aurons donc un aperçu général présenté par Dr Quinn Dubé, et ensuite nous inviterons des membres du panel qui prendront place sur le podium pour partager avec nous leurs expériences et les enseignements tirés de la qualité, la qualité des soins et comment l'améliorer continuellement. Nous aurons donc également l'intervention de Gino Kinusa qui va donc nous ramener à la base, donc à la source de nos préoccupations. Et maintenant, je vais donc inviter
une dame qu'on ne présente plus, Dr Queen Dubé, qui est pédiatre et épidémiologiste, qui est donc employée au ministère de la Santé du Malawi. Et c'est donc également l'une des coprésidentes du comité sur la santé et la santé maternelle et néonatale. Dr Queen Dubé. Bonjour. J'ai la tâche difficile d'intervenir en première position tout de suite après le déjeuner, au moment où votre cerveau et votre estomac sont en conflit. Alors, je vais vous exhorter à investir, à allouer plus d'énergie au fonctionnement de votre cerveau. Commençons par le commencement. Nous avons commencé hier avec des données. Et ce chiffre de 4,3 millions de décès chaque année est revenu à plusieurs reprises. Nous l'avons entendu samedi, dimanche, lundi, mardi et aujourd'hui nous sommes mercredi. Lorsqu'on regarde ce chiffre, 4,3 millions de décès par an, donc 0,2 millions sont donc des femmes et 1,9 sont des enfants. Alors, lorsqu'on regarde encore ce chiffre et que à ce chiffre on associe un visage, hier, quand je suis reparti dans ma chambre, je pensais à ces 1,9 million d'enfants, tout petits. Peut-être que certains d'entre eux ne sont que des tout petits, sont encore à l'état embryonnaire. Hier et aujourd'hui encore, nous avons insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas ici d'un moment, il s'agit d'un mouvement. Et bien sûr, tenant compte du chiffre, je me rappelle des propos de son Excellence, le ministre du Libéria, de la Santé du Libéria, qui parlait de 5 millions dans un pays comme le Libéria. En un an, tout le pays, donc toute la population, est donc complètement éliminée. Et hier, nous avons également eu suivi des présentations de la part de Gargan Alissan, qui nous a présenté donc les progrès réalisés jusqu'à ce jour. Et si vous vous rappelez des diapositives, les progrès sont encourageants sur certains indicateurs. Mais malheureusement, nous avons donc stagné au niveau donc de la santé maternelle et néonatale. Donc, pour réaliser l'impact que nous voulons, nous devons donc mélanger la qualité et la couverture. C'est un mariage, une combinaison qui doit marcher et avoir un impact. Je sais que nous savons que lorsqu'on regarde les données scientifiques, elles nous montrent où nos efforts doivent être concentrés. Lorsqu'on regarde la prise en charge des grossesses, on parle des 90% des femmes qui ont environ 4. On parle de 90% de la prise en charge postnatale et du niveau 2. On parle de 80%. Donc, chaque fois que nous élaborons les rapports sur notre pays, dans le cas du Malawi, la prise en charge de niveau 2, elle est supérieure à 80%. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand une femme arrive au centre de santé, quel type de prise en charge lui offre-t-on? Est-ce qu'il y a donc est-ce que les choses sont faites correctement? Alors, qu'est-ce qui se trouve derrière les chiffres? Lorsqu'on regarde cette diapositive qui représente le cadre de l'OMS sur la qualité des soins maternels ou alors la qualité de la prise en charge maternelle et néonatale.
Donc, la qualité, ce n'est pas seulement cocher des cases. Alors, comment nos clients, c'est-à-dire les mères et leurs enfants, que pensent-ils de la qualité des soins que nous leur offrons? Lorsqu'on entre en profondeur dans les données, on a 2 millions de vies environ qu'on peut sauver chaque année si on réussit à combler les lacunes de qualité. 2 millions de vies. Passons aux 4,5 millions. Si on comble les lacunes en matière de qualité, nous allons sauver 2 millions de vies. Et vous savez quoi? On aura un impact plus important sur la mortinatalité. La qualité, ce n'est pas seulement un projet d'amélioration de la qualité quelque part. La qualité va au-delà de l'amélioration de la qualité. Ça demande une approche systématique. Et dans tout ce que nous faisons, les familles sont au centre de nos préoccupations, les mères et leurs enfants. La question qui se pose, c'est de savoir comment donc accélérer les processus. On parle d'aligner, de s'aligner ensemble, de sauver des vies ensemble. Nous devons effectivement nous éloigner de cette approche fragmentée. Les différentes institutions qui opèrent en silo, l'ANC, l'OMS, etc. Donc, pour la femme enceinte, toute cette folie ne l'intéresse pas. Ce qui l'importe, c'est de recevoir la prise en charge dont elle a besoin afin qu'elle reparte à la maison avec un bébé en bonne santé. C'est ce qui est important. Donc, un plan intégré, l'investissement dans la naissance des enfants. Si on regarde les phrases que nos collègues du domaine du VIH emploient, ils n'acceptent jamais la réponse non. Et donc, ce qui nous a amené au niveau où nous sommes aujourd'hui, si on continue de procéder de la même manière, nous allons manquer les ODD. On doit donc faire les choses difficiles. Et une chose difficile, c'est l'argent qu'il y a à obtenir. Nous avons besoin d'une valeur ajoutée dans nos investissements. Alors, combien d'argent est alloué aux procédures administratives et combien d'argent est alloué à la mère et à l'enfant? Nous devons donc réviser notre mise en œuvre, l'exécution, et à l'échelle nationale et locale. Bienvenue une fois de plus dans ce mouvement de qualité. Ensemble, c'est possible. Je vous remercie, Dr. Queen. À présent, je vais faire appel aux membres de mon panel et vous présenter la modératrice, Madame Kani, une sage-femme et qui nous vient du Pakistan. Je vous remercie. Comme Debbie l'a dit, je suis sage-femme de profession, je travaille au Pakistan. Je peux vous dire sans l'ombre d'un doute que c'est difficile d'être un agent de santé, encore moins une sage-femme. Je n'ai jamais rencontré un agent de santé qui veut être compétent dans son domaine. Ce qui leur importe, c'est la qualité des services qu'ils offrent. Et dans ma promotion, il y a encore environ 5 personnes qui sont encore actives dans le domaine. Donc, on a souvent évoqué les difficultés liées à la sécurité et donc les compétences, le manque de ressources, l'absence de médicaments qui empêchent de faire son travail
dans le domaine de la santé. En 2021, nous avons donc eu ce rapport qui a été publié par ce rapport qui portait sur une étude des sages-femmes dans 51 pays à qui on a demandé ce qu'elles voulaient. Elles voulaient des infrastructures meilleures, elles voulaient de meilleures ressources, elles voulaient avoir la capacité d'améliorer leurs compétences, elles voulaient le transport. En synthèse, elles voulaient être capables d'offrir des soins de qualité. Alors, le revers de la médaille est tel que, en tant que sage-femme, j'ai travaillé dans un établissement sanitaire. Ce que nous faisons, donc, c'est d'essayer d'établir un réseau élargi pour nous permettre de gérer les situations d'urgence. Because I'm scared. Très souvent, les femmes disent « Je ne vais pas aller à cet hôpital parce que j'en ai peur ». Après, on a vu qu'il y a eu des problèmes, des complications, mais les femmes disaient « On ne veut pas aller à l'hôpital, même si j'ai des complications ». Donc, j'ai commencé à comprendre pourquoi les gens avaient peur. Il n'y avait pas assez de respect, elles devaient partager un lit avec quelqu'un, elles avaient entendu des histoires de mort, de décès, il n'y avait pas d'eau propre, il n'y avait pas de personnel formé. Donc ce sont des problèmes de qualité, problèmes d'accès, problèmes d'acceptabilité et de sécurité. En tant que professionnel de la santé, il n'y a pas de mauvais professionnels, il y a juste des systèmes qui ne fonctionnent pas. Donc, on va parler des systèmes avec nos panélistes. Je vais commencer avec l'Éthiopie. Dr Telba, c'est un médecin. Et il a travaillé sur des programmes et il travaille sur les ressources humaines. En tant que professionnel de la santé, je me focalise toujours sur les professionnels de la santé quand il s'agit de la qualité. On a vu qu'en Éthiopie, il y a eu beaucoup de progrès réalisés dans ce domaine. Comment est-ce que vous faites en sorte que le personnel est équipé pour fournir des services de qualité? Est-ce que vous m'entendez? Globalement, on sait qu'on ne peut pas avoir des systèmes de santé sans professionnels de la santé. Donc, si on veut améliorer la qualité, il faut s'occuper de la main-d'œuvre et des professionnels de la santé. Quand on parle de personnel, il faut voir s'il y a un nombre suffisant de personnel. Est-ce qu'ils sont accessibles à toute la population? Troisièmement, est-ce qu'ils ont les compétences et les comportements pour pouvoir prester des services de qualité? Quatrièmement, est-ce qu'ils sont acceptables? Est-ce qu'ils sont acceptés par les populations? Depuis 20 ans, on a fait des progrès. Il y a 10 ans, on avait à peu près 4000 sages-femmes. Maintenant, on en a 20 000. Donc, on a multiplié par 5 le nombre de sages-femmes. Le nombre de médecins a augmenté plus de 5 fois. On a amélioré le ratio médecins-patients. On a doublé le nombre de professionnels de la santé, donc on a divisé par 2 le ratio. On a réalisé des progrès en termes de répartition des professionnels de la santé. Il y a 10 ans, la région qui avait le plus de professionnels de la santé avait 10 fois plus de professionnels de la santé que la région où il y en avait le moins. Maintenant, on parle d'une différence de 3 fois. Donc ça, c'était en raison de nos décisions politiques. On s'est focalisé sur la formation, plus de capacité, plus d'investissement dans la formation, une stratégie nationale de ressources humaines pour développer et transformer notre secteur. Dr Sferaj maintenant.
Elle travaille au Népal. Elle a beaucoup d'expérience dans le leadership technique, dans le leadership, et elle travaille dans le domaine de la santé maternelle néonatale. Elle a travaillé sur les politiques de la santé. On a dit que ça, c'est très important. En termes de normes nationales, comment est-ce que cela peut se transformer en plus de qualité? Bon après-midi à tout le monde et merci. Chaque femme, enfant et adolescent doit bénéficier de services de qualité à travers leur vie. Ça, c'est d'après l'OMS. Dans les lignes directrices de l'OMS, que beaucoup de pays ont adopté, pour améliorer la qualité des soins de santé. Beaucoup de lignes directrices ont été adoptées. Je pense que le plaidoyer est la clé. Il faut faire plus de plaidoyer auprès des décideurs, auprès des prestataires de services. Et tout cela doit être basé sur des lignes directrices, basées sur les épreuves. Donc, une fois la politique en place, les partenaires jouent un rôle important. C'est important dans notre pays parce que la situation de la santé est très complexe, très compliquée. Il faut avoir plus d'équité, plus d'inclusivité. Et il faut s'approprier des défis. Donc, je voudrais vous parler d'un exemple, vous donner un exemple. Comment on a pu développer un package d'apprentissage. On a travaillé avec tous nos partenaires de développement. On a développé un package d'apprentissage. On a aussi développé des indicateurs pour qu'on puisse atteindre des normes réalistes. Donc, au Népal, on a essayé d'améliorer la qualité à travers divers plans de mise en œuvre. Dans plusieurs districts, on a déployé un outil qui est utilisé par les infirmières. On a été dans les centres médicaux pour voir si les infirmières avaient assez de connectivité pour se servir de l'outil. Mais quand elles ont vu que le score n'était pas très bon, elles se sont dit non, il faut augmenter notre note, il faut améliorer notre score. Il nous faut de l'aide. Et donc, au bout de ce processus, on a vu que ces infirmières ont pu améliorer leurs services, elles ont pu combler les lacunes, les déficits. Un standard minimum de service a été établi. C'est basé sur les lacunes, les 13 lacunes qui ont été identifiées. Avant, on se focalisait sur la santé maternelle et néonatale. Maintenant, on se focalise sur tout. C'est une évaluation, une auto-évaluation. Et il y avait un peu de concurrence entre les hôpitaux qui voulaient prouver qu'ils étaient meilleurs que les autres. Le plus important, c'est qu'on a pu établir des fichiers médicaux, la facturation électronique. Les financements sont très, très importants. Le côté pharmaceutique est aussi très important. Au niveau du NPDSR, ça c'est très important en termes de qualité. Au Népal, on a une structure décentralisée. Donc les structures sont en place.
Mais je pense qu'au niveau local, on n'a pas encore réalisé les progrès qu'il faudrait. Merci. Merci beaucoup. Vous avez parlé des politiques et vous avez parlé de comment on transforme les politiques en action. Donc, merci d'avoir partagé votre expérience. Assem Angou de Akame a travaillé dans beaucoup de pays africains dans le domaine des achats, sur l'accès aux produits pharmaceutiques et aux médicaments en général, parce que ça, c'est un déficit, une lacune qu'il faut combler dans beaucoup de pays. Même si vous avez du personnel formé, on ne peut pas prester des services de qualité si on n'a pas l'infrastructure qu'il faut. Qu'est-ce qu'Akame a fait pour améliorer la qualité des soins de service? Merci beaucoup. Je vais d'abord répondre en anglais puis en français. Akame est un réseau d'agences nationales médicales. C'était créé en 1996, après la dévaluation de notre monnaie. Ça a eu un impact sur l'accessibilité aux médicaments. Au début, il y avait 5 pays membres, et maintenant, on regroupe 22 pays, de l'Algérie au Madagascar, aux Comores, du Sénégal au Burkina Faso, à la RDC, etc. Ça, c'est juste pour expliquer, pour situer qui on est. Je vais répondre en français maintenant. En matière de facilitation de la disponibilité des médicaments en Afrique pour nous au sein du réseau de l'ACAM, qui regroupons donc les centrales d'achat de 22 pays, et il y a 3 aspects importants que je voudrais souligner. Le premier aspect, c'est que nous sommes un réseau et donc nous partageons les bonnes pratiques, les bonnes expériences, et nous facilitons donc l'utilisation de standards internationaux tels que ceux qui sont produits par l'OMS, notamment le MQAS, Manual of Quality Assurance System, qui permet donc de garantir que les médicaments que nous achetons pour chacun des pays sont de qualité et répondent à l'ensemble de ces référentiels, à ces standards internationaux. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect côté qualitatif sur lequel nous insistons et qui permet donc à tous ces pays africains, depuis 2012, nous sommes engagés dans ce processus de renforcer les capacités et de faciliter donc l'approvisionnement des médicaments de qualité. Le deuxième aspect sur lequel je voudrais insister aussi par rapport à la qualité, c'est la force de notre réseau. Donc nous sommes 22 pays et cela nous permet également de pouvoir lutter contre les ruptures de molécules, de médicaments dans les pays. Il peut y avoir un produit qui manque dans un pays A. Nous avons la capacité, dans des délais très brefs, par voie aérienne, de redéployer le produit qui est en manque d'un pays à un autre. Donc, c'est la force du réseau. Le fait que nous soyons 22 pays, le fait que nous partageons les mêmes référentiels d'achat, de stockage, de distribution des produits, cela nous facilite le redéploiement de ces stocks que nous appelons volontairement dans notre jargon le dépannage. Donc, on se soutient, c'est de la coopération sud-sud qui permet donc de faciliter la disponibilité des médicaments de qualité et donc leur accessibilité au pays. Et je précise que quand nous supportons ce genre d'opération entre plusieurs pays, les frais, les coûts aériens de transport sont portés par la CAM. Parce qu'il faut faire en sorte que le médicament qui doit être rendu disponible pour les populations ne connaissent pas de hausse parce qu'il y a des frais d'approche qui sont imputés. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect est la force de notre réseau en étant donc, au sein de la CAM, côté qualitatif,
c'est la capacité que nous avons de mettre en place des initiatives d'achat groupé, par exemple. Le fait que nous puissions mutualiser nos besoins en termes de molécules et d'avoir un seul mécanisme d'achat qualitatif, bien entendu, en intégrant l'effet volume, nous avons la possibilité de faire baisser jusqu'à un prix minimum raisonnable l'achat des produits et qui sera donc garanti en termes de disponibilité pour l'ensemble des populations sur le continent qui sont membres de notre réseau. Je voudrais terminer sur cet aspect pour dire que en tant que réseau de la CAM, nous contribuons également par le renforcement des capacités parce qu'il faut reconnaître qu'il y a un besoin en termes de renforcement des capacités, il y a un besoin en termes de formation et nous accompagnons tous ces 22 pays, notamment les professionnels qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement, à pouvoir avoir les compétences nécessaires par rapport à l'achat, au stockage et à la distribution des produits de santé. Donc, imaginez un mécanisme pareil que nous avons pu mettre en place après quelques années de création. Et nous travaillons de plus en plus avec les programmes PALU, VIH, TB. Si nous arrivons à mettre à l'échelle continentale ou régionale un mécanisme pareil qui puisse permettre de prépositionner, de disposer dans 2 ou 3 pays, que ce soit des stocks de sécurité ou alors d'avoir des mécanismes qui permettent de redéployer les produits de la santé maternelle et infantile, je crois que nous allons contribuer davantage à sauver des vies. Donc, qualitativement, voilà ce que je pourrais apporter comme élément de réponse à votre question. Je vous remercie. Thank you so much, Aser. I think Je pense que la question des achats est très importante. Très souvent, on a vu une baisse de la qualité des services quand on n'a pas accès aux médicaments. Dr. Ahmed Tucker de Africa Healthcare Federation, vous avez fait beaucoup de travail dans le secteur privé, les partenariats publics-privés. Le rôle du secteur privé est très, très important en termes de qualité de service. Il y a beaucoup de pays qui dépendent du secteur privé, parfois à hauteur de plus de 50%. Donc, monsieur, j'aimerais vous demander comment le secteur privé fournit des services de qualité. D'abord, j'aimerais remercier les organisateurs d'avoir invité les partenaires du secteur privé. J'ai rencontré beaucoup de partenaires du secteur privé de beaucoup de pays. Je travaille beaucoup en Afrique. Depuis 30 ans, 50% des services dans le domaine de la santé maternelle et la santé de l'enfant sont fournis par le secteur privé. Ce sont des acteurs non étatiques. Donc, on contribue à hauteur de 50%. Et si vous ne nous impliquez pas, donc vous ne pouvez pas améliorer vos systèmes, renforcer vos systèmes. Quel rôle est-ce qu'on joue dans le secteur privé? Eh bien, en termes d'innovation et de qualité de produits, je pense que le secteur privé a été un leader dans le domaine de la recherche, de l'innovation. Il a développé de nouveaux produits, de nouvelles solutions pour sauver la vie des mères, pour éviter l'hémorragie postpartum. On a développé des thérapies pour les nouveau-nés. On en a parlé de beaucoup ici et vous allez voir beaucoup de produits sur le marché. Donc on peut réduire ce nombre de décès de 4,3 millions. Mais je veux parler un petit peu de la prestation de services. Le secteur privé atteint les mères et les enfants dans beaucoup de continents, surtout en Afrique, des gens qui n'étaient pas accessibles avant. Je pense qu'il y a 3 axes d'amélioration pour que les mères vivent plus longtemps et pour que les bébés survivent. D'abord, les réglementations, les financements et les incitations. Si on avait un cadre réglementaire qui était efficace,
on pouvait faire en sorte de maintenir les normes et les standards dans le domaine de la santé, soins de santé primaire, secondaire. Si on fait en sorte que les hôpitaux respectent les règles, on va sauver beaucoup de vies. Et il faut faire en sorte que le secteur privé peut s'améliorer grâce au cadre, pas s'engouffrer dans la brèche et profiter des faiblesses. Deuxième aspect, le financement. Ça peut varier d'un continent à l'autre, mais si on prend le cas de l'Afrique, 70% des morts en Afrique subsaharienne, si on peut améliorer les financements, si on peut faire en sorte que les soins de santé sont plus abordables à travers la couverture universelle ou un système hybride, il ne faut pas juste dépendre des recettes fiscales parce que ce n'est pas suffisant. Il faut un système hybride. Et si on arrive à faire ça, les mères auront accès beaucoup plus facilement aux soins de santé qu'actuellement. Beaucoup des barrières sont d'ordre financier. Il y a beaucoup de mères qui choisissent d'accoucher à la maison parce qu'elles n'avaient pas les moyens d'aller accoucher dans un centre médical. On leur demande leur assurance médicale. Et si elles n'ont pas d'assurance, elles n'ont pas les moyens de payer elles-mêmes. Donc ça, c'est une barrière à l'accès. Dans beaucoup de pays, les femmes qui ont les moyens, ils vont dans le secteur privé. Si on faisait un sondage et on demandait au ministre de la Santé combien se faisait soigner dans le secteur privé et combien dans le secteur public, la réponse ou les réponses seraient très intéressantes. Demandez aux 54 ministres de la Santé africains où est-ce que vous irez si vous deviez accoucher. Vous seriez surpris par les réponses. Et c'est parce que le déficit financier est énorme. Troisième aspect maintenant, troisième point, il faut des incitations. On parle beaucoup de la qualité. Tout le monde hoche la tête, dit oui, il faut améliorer la qualité. Mais si on ne donne pas des incitations, pour améliorer la qualité, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on donne des incitations? D'abord, il faut demander plus d'argent si votre rendement, votre performance est meilleure. Si les services que vous fournissez, si vos taux d'infection sont meilleurs, il faut vous récompenser, que ce soit à travers un financement. On a des hôtels 5 étoiles. Je ne sais pas si le Best Westin est un hôtel 5 étoiles, mais peut-être si, dans le domaine de la santé, si on valorise la prestation de services, peut-être qu'on verra plus d'efforts consentis. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'être accrédité. Il faut des incitations financières. Et si on fait ça, je pense qu'on va réduire le nombre de décès. Merci beaucoup. Vous nous avez donné beaucoup d'idées. Vous avez abordé la question de la qualité. Vous avez parlé du rôle du secteur privé. Vous avez parlé du déficit à combler. Moi, j'ai vu ce déficit dans la clinique dans laquelle je travaille. Est-ce que c'est le rôle du secteur privé à fournir des services gratuits? On va passer maintenant à notre prochain intervenant. On a vu ce qui se passe quand il n'y a pas de régulation du secteur privé.
comment vous voyez le rôle des protocoles et des politiques dans la prestation des services dans le secteur privé? Merci beaucoup. C'est une question difficile. On sait que dans les pays à revenus faibles, on sait qu'un accouchement sur 5 se passe dans un hôpital privé. On n'a pas vraiment regardé ce qui se passe dans le secteur privé en termes de qualité et coût. Je pense que le secteur privé a fait de grandes choses pendant la pandémie. Et ça, c'est à applaudir. Donc, chapeau bas pour ça. Mais quand il s'agit des activités quotidiennes du secteur privé, est-ce que c'est très facile de mettre en œuvre des protocoles, des politiques? Non, c'est très difficile. Mais je pense que les associations professionnelles ont un rôle à jouer, ainsi que les organisations non gouvernementales. Ils peuvent jouer un rôle de médiateur. Ils travaillent avec le secteur privé et le secteur public. Et donc, ils ont un rôle important à jouer. Juste pour parler du rôle joué par une organisation non gouvernementale. On a une OGN dans le domaine de la planification familiale au Népal. Et ils ont établi un réseau de paramédics pour administrer pour faire des injections, pour fournir des soins de santé. Et ils ont standardisé les services de soins fournis. Pendant le suivi, s'ils ont rempli les critères des protocoles, ils ont reçu un logo et un panneau lumineux qui s'allumait la nuit. Et donc les gens savaient que cet hôpital ou cette unité fournissait des services de qualité. Donc je pense que les associations professionnelles sont impliquées. Au Népal, le gouvernement a travaillé avec les collèges de médecins et beaucoup d'autres universités ou de collèges de médecins commencent à travailler dans ce domaine. Et ils ont compris qu'il faut suivre les lignes directrices et les protocoles. C'est une manière d'améliorer la qualité des services. Et je pense que les secteurs privés et publics peuvent travailler main dans la main pour atteindre leurs objectifs. J'ai une dernière question pour Dr. Tempa. Vous avez parlé des professionnels de la santé. Vous avez dit qu'en Éthiopie, vous avez augmenté le nombre de professionnels de la santé. Mais quand il s'agit du contrôle de la qualité et des ressources humaines, comment est-ce que vous gérez ça et quel est l'impact? C'est une très bonne question. Depuis 7 ou 8 ans maintenant, on s'est focalisé sur la qualité. On a développé plus de formation, mais il faut maintenir la qualité en même temps. On a suivi les compétences obtenues par les étudiants dans leur formation. Donc, c'est une question très importante pour n'importe quel pays qui s'embarque dans un tel processus. Il faut, si vous créez de nouveaux emplois, il faut maintenir la qualité en même temps. Ce n'est pas suffisant de produire plus d'infirmières, de plus de médecins, il faut qu'ils soient qualifiés. On a un examen national pour les infirmières, les médecins.
Et le taux de réussite pour les sages-femmes est seulement de 60%. Donc, il y a une amélioration à réaliser dans ce domaine-là. On a des programmes de formation pour que les professionnels de la santé puissent maintenir leurs compétences. On a développé des laboratoires de compétences cliniques. Donc, il y a beaucoup de mesures qu'on doit prendre pour faire en sorte que les étudiants aient les compétences nécessaires avant d'obtenir leur licence. Il ne s'agit pas seulement de connaissances et de compétences, il faut aussi être compatissant. Ça, c'est une priorité pour nous en Éthiopie. Et il faut aussi motiver le personnel. Même si le personnel a beaucoup de connaissances, s'ils ne sont pas soutenus, s'ils n'ont pas un bon salaire, s'ils ne travaillent pas dans un environnement propice, ça ne sert à rien. Donc, beaucoup de filles. Talking about respect, because as maternal healthcare providers, it's something. C'est vrai que dans la dernière question, par rapport à ce que nous avons suivi, quel est le rôle du secteur privé dans les soins de santé et qu'est-ce qui va se passer dans les 10 prochaines années, par exemple? Je crois que le secteur privé sera vraiment au cœur de la transition vers des soins qui sont abordables et qui permettront donc la fourniture de nouveaux produits et services. Il y a un domaine particulier, vous parlez de quoi, 5 ans ensuite, disons. Je crois que pour 5 ans, il y aura un point d'inflexion par rapport à la santé numérique. Tous les outils et les connaissances que nous avons pour atteindre les populations qui sont dans des zones éloignées à des coûts qui sont abordables. Donc, toutes les données, les informations, les connaissances, je crois que cela va changer de manière merveilleuse. Donc, notre gestion, par exemple, des ultrasons et des nouveau-nés. 5 ans après, je crois qu'à cet événement, on devrait dire que 25% des décès qui sont évitables parmi les mères et les nouveau-nés ont été réalisés à travers la technologie numérique. Voilà donc le plan sur 5 ans. Maintenant, pour 10 ans, le plan sera autour de plus de couverture pour les femmes dans tous les services d'urgence. Voilà les grandes réalisations. C'est bien de savoir ce que l'intelligence artificielle va faire. Donc, merci à tous. On a beaucoup appris aujourd'hui et on va écouter un peu plus après. Merci à ce merveilleux panel. Je crois que si je prononce vos noms, je vais mal le prononcer. Merci. Il y avait vraiment des réflexions très pertinentes. Merci pour cette discussion de panel. Ici, c'était quelque chose un peu de haut niveau, mais il faut qu'on se rappelle que tout dépend donc des patients. Nous voulons nous assurer que le personnel de santé soit capable donc de bien traiter les patients et leurs familles. Nous avons cette organisation à but non lucratif, Parent Advocate and Founder Caroline Wanjiru. Bonjour à tout le monde. Je sais qu'on n'a plus assez de temps, donc sur les 4 prochaines minutes, je vous dirai pourquoi la personne la plus importante ici, c'est le patient. Je suis Caroline Wanjiru Kiusa
J'ai perdu un bébé il y a 10 ans et j'ai lancé une ONG pour soutenir les parents qui ont perdu un bébé. Et nous avons travaillé depuis avec plus de 6000 parents. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que les parents et leurs organisations sont vos partenaires. Pour revenir un peu, hier, Treasure nous a parlé de son expérience. Ici, nous voulons dire qu'on ne partage pas nos expériences personnelles, pas pour pointer du doigt, mais nous voulons nous réunir et voir dans quelle mesure nous pouvons apporter des changements, déterminer quelles sont les lacunes à combler. Donc, pour moi, c'est un véritable plaisir de vous avoir ici. Je crois que j'ai essayé d'approcher certains parmi vous ici ces 8 dernières années pour que vous écoutiez la voix des parents. Sachez que les organisations de parents existent, elles peuvent ne pas être formelles dans votre pays. Au Kenya, nous sommes actifs depuis 2015, mais dans votre pays, ça peut être un groupe de pères et de mères qui se réunissent pour un soutien psychosocial. Donc, surtout pour des parents qui ont connu qui ont perdu des bébés ou des morts-nés. Nous avons commencé à travailler sur la formation des prestataires de services de santé. Et j'apprécie le gouvernement kényan et les gens avec lesquels j'ai eu l'honneur de travailler et qui ont pu donc incorporer des soins respectueux, une prise en charge respectueuse de mères. Ils sont bien sûr là, les parents, pour ajouter de la valeur et des ressources au travail que vous faites déjà. Alors, si vous pouvez les approcher, ils vont vous aider à avoir des informations et certains même d'entre eux sont des prestataires. C'est toujours merveilleux lorsque je parle de mon histoire de perte et les gens vers lesquels je vais, les gens qui m'offrent les meilleurs services, partageront avec moi que eux également, en tant que prestataires de services, ils ont aussi expérimenté des pertes. J'aimerais aussi partager qu'il y a plusieurs points de partenariat et ce que nous considérons comme des défis sont pour nous un bon point de départ pour le partenariat. Lorsqu'on parle de financement, comme Dr. Tequin en a parlé, j'ai fonctionné pendant 5 ans sans financement et j'ai ensuite été soutenu par une entité privée, Facebook, pendant 1 année et nous avions un bon centre de conseil à Nairobi. Malheureusement, j'ai dû fermer et j'ai dû donc perdre des employés. Je crois qu'après, il y a eu la COVID et c'est vraiment bien d'avoir travaillé avec des agents du ministère qui ont dit on n'a pas de financement, mais on peut vous donner un bureau. Est-ce que vous avez un lieu où vous pourrez organiser vos réunions de conseil psychosocial? Et je disais toujours oui, c'est pas toujours le côté financier. Si vous avez par exemple des groupes de travail technique, pour moi ça a toujours été un plaisir d'en faire partie, donc des organes professionnels tels que ceux des sages-femmes. C'est toujours un plaisir donc d'avoir des échanges. Il y a eu la possibilité de travailler sur les soins ou la prise en charge des professionnels de soins. Souvent, certains d'entre eux assistent à des accouchements pendant que dans la seconde d'après, on veut qu'ils assistent encore une autre dame à accoucher.
Alors, dans cette grande salle, je crois que j'ai dû approcher certaines de vos organisations. La raison pour laquelle je suis dans une conférence de cette envergure, c'est un véritable plaisir. Comme je l'ai dit, pour des raisons de temps, je vais laisser cette déclaration que les parents, surtout dans l'éventail de soins et de services de santé, nous ne voulons pas pointer du doigt. Nous sommes là pour vous aider à améliorer les services. Nous sommes là pour représenter la voix des autres parents qui peuvent ne pas le dire à haute voix. Et si vous pouvez trouver un parent, une organisation de parents et les incorporer dans la prise de décision, que ce soit un toolkit, que ce soit des améliorations que vous souhaitez faire, j'aimerais vous encourager à trouver ces organisations parentales pour être vos partenaires. Merci. Merci, Wanjiru. C'était un point supplémentaire intéressant dans cette conversation. Donc, il y a beaucoup d'éléments à considérer pour la qualité, améliorer la qualité de soins. Avant de conclure la journée, d'abord, je voulais m'excuser. On a essayé d'être créatif en utilisant de nouvelles technologies artificielles, mais quelquefois ça ne marche pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité. Donc toutes nos excuses pour les soucis techniques. Ce qu'on n'a pas pu vous dire, c'est la réponse à la question qu'on a posée à tout le monde lorsque vous êtes rentrés. C'était quels sont les besoins les plus grands que les gens observent pour améliorer. Attendez, j'arrive plus à lire même ce que j'ai écrit. L'amélioration de la qualité, c'est un mot important, il semble qu'on l'a beaucoup utilisé. Donc, qu'est-ce que les gens considèrent comme le plus important pour améliorer la qualité? Alors, pour ceux qui ont répondu, allez sur le marché et déterminez donc ce qui pourra vous aider à déterminer des priorités pour répondre à certains de vos problèmes. Pensez à des voies innovantes. On en a même parlé lors de discussions de panel. Et sur ce, je veux dire merci particulièrement à notre invité spécial qui est là avec nous, Nkosazana Dlamini Zuma. Toutes mes excuses, ce n'est pas une très bonne prononciation. Elle est la ministre sud-africaine des jeunes et des personnes ayant des handicaps. Merci d'être là. Nous apprécions votre présence. Merci à tous d'être là. Allez dans le marché technique et vous pourrez retrouver tout le monde sur l'appli Drift. Merci.